Bonjour, chronique littérature aujourd'hui, littérature japonaise plus précisément, avec un tout petit livre, qui est une nouvelle en fait, La femme de Villon de Dazai Osamu. Donc aujourd'hui je vais donc vous parler d'un très petit livre, c'est une nouvelle d'une 50aine de pages très aérée. Donc le challenge sera de ne pas vous infliger un article plus long que le livre dont il traite. Haha. Dazai Osamu est un des plus grands écrivains japonais du XXe siècle. Pour autant, je n'en savais rien il y a peu encore, ou du moins son nom ne me disait-il rien. En fait, je n'ai vraiment fait attention à ce personnage qu'à partir de ma lecture de La mort volontaire au Japon de Maurice Pinguet. Dans cet important et édifiant essai, l'auteur consacre un certain nombre de pages à ces écrivains nippons contemporains qui se sont donné la mort. Les cas, mettons, d'Akutagawa Junosuke, Mishima Yukio ou Kawabata Yasunari sont bien connus et documentés, mais il y en a beaucoup d'autres. Et celui de Dazai Osamu a quelque chose de fascinant. Sans doute d'une certaine manière parce que l'auteur exprimait lui-même cette fascination pour le suicide, fascination que je partage, je ne vais pas prétendre le contraire, mais au point où la mort volontaire tenait chez lui de l'obsession, et régulièrement sous la forme du shinju, tel un héros tragique des tragédies bourgeoises de Chikamatsu, ce qui a pour le coup quelque chose de plus qu'inquiétant car se pose alors la question de sa responsabilité dans les gestes suicidaires de ses compagnes. Cette obsession remonte au plus tard au suicide, motivé par une vague inquiétude, d'Akutagawa Ryunosuke en 1927. Celui qui ne s'appelle pas encore Dazai Osamu, mais toujours Tsushima Shoji, est alors âgé de 18 ans et l'auteur encore jeune de Rashomon, etc. était son idole. Aussi est-il très affecté par cette nouvelle. La suite de sa vie tumultueuse, par ailleurs, sera traversée de part en part de tentatives de suicide infructueuses, jusqu'à ce que l'auteur parvienne enfin à se donner la mort, en 1948, à l'âge de 38 ans. La première tentative a semble-t-il lieu le 10 décembre 1929, quand le jeune homme, étudiant guère assidu, à la veille d'examen qu'il savait ne pas être en mesure de réussir, engloutit des somnifères. Il survit pourtant et, pour l'anecdote, réussira ses examens l'année suivante. Toutefois, en octobre de la dite année, sa complexe vie sentimentale l'amène à passer à nouveau à l'acte. S'étant enfui avec Oyama Atsuyo, une geisha, au cri d'orfraie de sa famille aristocrate qu'il a aussitôt exclue, le jeune homme fait la rencontre d'une jeune hôtesse de bar. Tous deux, pourtant des inconnus l'un pour l'autre ou peu s'en faut, font un double suicide par noyade, et tant pis pour la geisha bizarrement laissée de côté. Shuji survit, à l'évidence, récupéré par des pêcheurs, mais pas la jeune femme. La police s'interroge sur la responsabilité de notre futur auteur, qui l'accable d'une manière ou d'une autre, mais sa famille revient aussitôt sur son expulsion pour clore discrètement l'affaire, et Shuji épouse presque aussitôt Hatsuyo, avec cette fois la bénédiction des siens. Lesquels obtiennent certes qu'il se calme un peu, notamment sur le plan politique, car le jeune aristocrate fricotait avec les marxistes japonais. La tentative suivante a lieu le 19 mars 1935 par pendaison, nouvel échec. Peu après, Dazai Osamu doit être hospitalisé en psychiatrie, non pas en raison de sa dépression marquée ou de son obsession suicidaire, mais parce qu'à la suite d'une opération chirurgicale, il a développé une addiction pour un dérivé de la morphine. Mais pendant son internement, son épouse Atsuyo commet l'adultère avec le meilleur ami de l'écrivain, lequel l'apprend, confronte son épouse, et c'est une nouvelle tentative de double suicide. Les amants contrariés, en fait guère amoureux à ce stade, avalent ensemble des somnifères, mais survivent tous les deux. Le divorce ne tarde guère. Une dizaine d'années s'écoulent, marquées par une carrière littéraire brillante, même pendant la guerre, fait très rare, associée à une vie quotidienne dissolue et décadente, où l'alcoolisme occupe une place essentielle. La vie sentimentale de l'auteur demeure par ailleurs très complexe et, ai-je l'impression, impulsive. Enfin, le 13 juin 1948, c'est un nouveau et ultime double suicide. L'auteur et sa maîtresse, pour qui il a quitté subitement femme et enfant, se noient ensemble dans un aqueduc en crue. Le corps de l'écrivain est retrouvé le 19 juin seulement, ironiquement, la date de son 39e anniversaire. Mais cette obsession, sans surprise, imprègne aussi l'œuvre de l'écrivain. Dès ses tout premiers écrits, vers le milieu des années 1930, le suicide figure parmi ses thèmes de prédilection. Plus globalement, son approche pessimiste de la vie comme de la littérature doit être relevée, qui insiste notamment sur des personnages dont l'existence est devenue insupportable, mais qui, ainsi que lui-même, se ratent à chaque tentative d'en finir, peut-être parce qu'ils sont de toute façon trop apathiques pour souhaiter concrètement mourir. La femme de Villon, nouvelle datant de 1947, soit un an avant la mort de l'auteur, en témoigne. Une nouvelle souvent considérée comme faisant partie des plus grandes réussites de Dazai et qui a connu plusieurs éditions françaises au passage. Elle date de cette brève période de l'immédiat après-guerre qui a correspondu à l'apogée de l'auteur et durant laquelle il a également écrit ses deux romans les plus célèbres, Soleil couchant et La déchéance d'un homme,
lequel ne paraîtra qu'à titre posthume. Le récit est à la première personne, et notre narratrice est une certaine Madame Otani, âgée de 26 ans, mariée, avec un enfant très fragile. Le récit est immédiatement contemporain de sa publication, et nous sommes donc en pleine occupation américaine. Madame Otani vit dans des conditions passablement miséreuses et dures. Elle fait les frais de l'alcoolisme de son mari, un sale bonhomme haineux et violent. Mais elle n'avait pas idée de sa déchéance. Un couple furibond vient toquer à leur porte, accusant M. Otani de vol. Le soulard menace ses accusateurs avec un couteau et prend la fuite sans demander son reste. Sa femme ne comprend pas bien ce qui se passe et invite ses visiteurs à lui expliquer de quoi il retourne. Il se trouve qu'ils tiennent un débit de boisson que M. Otani fréquente de longue date, mais il a accumulé bien trop de dettes, et tout récemment, il a même glissé ses sales pattes dans la caisse. Madame Otani n'est finalement pas surprise. La turpitude de son époux était visible, et il ne ramenait certes pas d'argent à la maison, c'était plutôt le contraire. Mais elle prend l'affaire à la légère, et même à la rigolade, avec un naturel tel que les accusateurs de son époux éclatent de rire avec elle. Sur un coup de tête teint de mensonge, initialement du moins, la jeune femme va offrir de travailler pour les créanciers de M. Otani, afin de les rembourser et de gagner de quoi survivre avec son enfant, car les liens sont plus que distendus avec son époux. L'écrivain, qui vient de signer un article sur François Villon et qui continue de fréquenter l'établissement où elle travaille désormais, bras dessus bras dessous avec d'autres femmes. Ceci dans un monde frontalement sordide, voire redoutable, mais qu'il s'agit d'accepter avec une indifférence nécessaire et même souriante, en fait, au milieu des drames. Dazai Osamu est souvent considéré comme étant le plus grand représentant du genre littéraire japonais Watakushi Shosetsu ou Shishosetsu, où l'auteur est lui-même le protagoniste, d'une certaine manière à mi-chemin entre l'autobiographie et l'autofiction. Ce genre a ses codes, et à vrai dire, Dazai Osamu les a semble-t-il si souvent détournés que certains commentateurs ont supposé qu'il faudrait en fait relativiser, voire contester, l'assimilation de l'auteur à ce courant littéraire. D'une certaine manière, je suppose que la femme de Villon en témoigne. M. Otani est clairement une transposition de l'écrivain lui-même, ce qui n'apparaît pas dès le début. À vrai dire, que cet ivrogne violent vivant dans la misère noire soit un écrivain a probablement quelque chose de surprenant, presque choquant au tout début. Mais tout colle. L'extraction aristocratique, aussi bien que l'alcoolisme, la francophilie, le choix de faire allusion à François Villon, grand poète et franche canaille, colle assurément au personnage, ou en tout cas aux représentations que l'auteur s'en fait, comme les adultères à répétition, la reconnaissance de ses contemporains ne le préservant pas de la misère, et, bien sûr, l'obsession de la mort, et plus précisément du suicide, ou plus précisément encore de sa tentative. Je cite, page 49-50, « Tu me diras peut-être que j'ai une grande gueule, mais je ne désire qu'une chose, crever. J'y pense depuis longtemps. Si je meurs, je suis sûr que tout le monde sera content. Mais je n'y arrive pas. Quelque chose de bizarre, une espèce de dieu terrible me retient. C'est que tu as encore du travail ? Du travail. C'est de la blague. Il n'est pas question de chef-d'œuvre, pas plus que de rossignol. Est bon ce que le lecteur approuve, mauvais ce qu'il réprouve. Exactement comme l'air qu'on respire. On aspire, on l'expire. Ce qui me fait peur, c'est qu'il y a un dieu quelque part dans l'univers. Il y en a un, n'est-ce pas ? Pardon ? Il y en a un, non ? C'est trop fort pour moi. Je te comprends. Plus tard, à la relecture d'une critique de ses écrits, il s'explique un peu plus, page 57. Bon, encore un autre qui dit du mal de moi. Il me traite de faux noble et d'épicurien. Il n'y est pas du tout. Il aurait dû écrire « un épicurien qui a peur de Dieu ». Mais justement, Otani Dazai n'est pas le narrateur, c'est l'épouse d'Otani qui endosse ce rôle. Du coup, la dimension autobiographie-autofiction demeure, mais non sans une certaine mise à distance. Et c'est un procédé très bien vu parce que, paradoxalement peut-être, il favorise l'implication du lecteur. Cela tient éventuellement à ce que Madame Otani est bien plus sympathique que son mari, d'autant qu'en se projetant de la sorte, l'auteur peut charger la barque dans son autoportrait en forme d'accusation. Surtout cela affecte le ton de la nouvelle, car il s'adapte aux manières de Madame Otani. Mais, immédiatement après le passage que je viens de citer, c'est bien Madame Otani qui a, si j'ose dire, le dernier mot, et conclut sur ces mots la nouvelle, sans manifester de joie particulière. Monstre ou pas, peu importe, l'essentiel, c'est de vivre. Chute, qui ne manque sans doute pas d'ironie. La femme de Villon est une nouvelle passablement déconcertante, et son ton y est pour beaucoup. En même temps d'ailleurs qu'il bénéficie à la lecture, car les manières finalement légères de Madame Otani, souriante souvent, rieuse même parfois, impliquent le lecteur dans le récit, qui coule tout seul, en lui faisant ressentir une forte empathie pour la narratrice. Ce qui est étrange, c'est que cela se produit justement parce que Madame Otani, elle, ne semble pas en mesure de s'autoriser ce genre de sentiment, comme un mécanisme de protection contre un monde trop cruel. En fait,
Le tableau est indubitablement sordide et terrible, envisagé objectivement, et les sentiments de l'auteur à ce propos ne font guère de doute. La vie dans ce Japon occupé, juste après le traumatisme de la défaite, n'a certes rien de paradisiaque. La bicoque croulante des Otani et l'avenir incertain de leur enfant, les misères du marché noir, l'alcoolisme et la criminalité, et en arrière-plan, la déchéance ultime de l'esprit nippon, l'humiliation globale enfin, mais tout particulièrement celle de l'aristocratie. Mais Madame Otani semble très bien s'en accommoder. Souriante, elle se sacrifie en permanence pour simplement survivre, et avec un peu de chance, son enfant survivra avec elle. S'agirait-il d'une forme d'émancipation de sa part? En tout cas, l'indifférence de son époux, elle fait avec, de même. Il lui faut devenir indifférente à tout pour traverser cette nouvelle année. Jamais une plainte. Tout va bien. Et ceci, alors même que les choses deviennent on ne peut plus glauques. Bon, parler de spoiler est probablement absurde dans pareil contexte, mais je vais lâcher le morceau sur les dernières pages de la nouvelle, alors. Madame Otani travaille donc pour les créanciers de son époux. Elle fait la serveuse. Inévitablement, cela lui vaut bien des mains au panier, etc. Qu'importe. En fait, elle présente les clients sous un jour plutôt positif, malgré tout. Même son époux, en fait. Leur séparation semble gommer progressivement l'image de l'ivrogne, et il devient vraiment, à ses yeux, l'écrivain qu'il revendique être. Mais à la fin de la nouvelle, cette dimension du récit en vient à soulever l'estomac du lecteur, quand Madame Otani rapporte comment elle a été violée par un jeune homme qu'elle hébergeait, admirateur, disait-il, des écrits de son époux. Dans son récit, ce crime horrible est traité on ne peut plus prosaïquement, comme n'importe quel détail du quotidien. Cela me fait penser à ces livres de raisons médiévaux où les bons bourgeois glissaient entre une entrée comptable et une allusion météorologique la nouvelle du décès d'un de leurs enfants, en une ligne sans fioriture, avant de passer à d'autres choses. Tout au même niveau. Voici ce que ça donne ici, page 55. D'une voix basse et plaintive, il a murmuré « Excusez-moi, j'ai un peu trop bu ». Il s'est allongé sur le plancher, et j'étais à peine rentré dans ma chambre que je l'ai entendu ronfler. De bon matin, cet homme m'a pris à la sauvette. Ce jour-là, sans rien changer à mon comportement extérieur, je suis allé au restaurant de Nakano, comme toujours, avec mon enfant ficelé dans le dos. On peut, j'imagine, relever l'adjectif « extérieur ». Mais Madame Otani se rend donc à son travail, car ça n'est pas une raison, et elle s'émerveille même bientôt des reflets du soleil sur le verre à saké de son mari, auquel elle ne se confie certainement pas. Finalement, c'est peut-être là que se joue la nouvelle, dans cette nécessité de l'indifférence pour survivre en ce monde terrible, ou du moins de l'indifférence feinte, dans une société où l'évocation de la douleur et de la misère est répréhensible, un Japon en ruine, égaré dans l'anomie généralisée, et dont la devise pourrait être « marche ou crève ». Il y a sans doute bien d'autres choses dans cette nouvelle dont nombre me sont probablement passées sous le nez, mais l'efficacité du texte ne fait en tout cas aucun doute. Ce petit livre n'est certes fort cher, je n'irai pas non plus jusqu'à prétendre que cette femme de Villon est impérissable et indispensable, mais du moins la nouvelle a-t-elle attiré mon attention et il me faudra revenir sous peu à cet auteur, probablement avec la déchéance d'un homme qui patiente depuis bien trop longtemps dans ma bibliothèque de chevet.